Bonjour. Alors j'aimerais rouvrir cette chaîne par une question simple mais assez fondamentale qui est celle de se demander pourquoi le cœur semble être le grand oublié de notre temps. Et quand je parle de cœur, je ne parle pas de sentimentalisme ni d'une injonction à être plus sensible ou plus bienveillant. Je parle d'un centre intérieur qui serait générateur de cohérence, un lieu à partir duquel les différentes dimensions de l'expérience humaine peuvent s'organiser, c'est-à-dire la pensée, les émotions, la perception corporelle, l'intuition et l'action peuvent exister tout ensemble en un tout cohérent et converger dans une direction. Donc c'est pas du tout une métaphore poétique, c'est plutôt une réalité psychologique très concrète qui nous parle de la capacité d'une personne à exister dans un état unifié de conscience. Parce que quand je regarde la majorité des gens autour de moi, ce que je constate, c'est que nous sommes dans un état de dispersion, pour ne pas dire de fractionnement, dont on est pour la plupart pas conscient. Et pourtant, quand on écoute, quand on prête une oreille aux personnes, en fait, c'est ce qu'on remarque. Elles vont pas forcément le verbaliser en tant que tel, mais c'est ça que je remarque, c'est que il peut y avoir beaucoup d'activités, une activité intense, beaucoup de responsabilités, beaucoup des vies très remplies, mais avec une vague impression qui persiste au fond, qui est que, donc malgré le fait qu'on fonctionne beaucoup, on performe, eh bien on habite en réalité de moins en moins ce qu'on vit. Et donc les tâches, les décisions, les informations, tout ça se succède, tout ça afflue en nous. Notre attention est en permanence sollicitée. Et donc, quand on est dans cet état, il faut bien comprendre que c'est pas anodin, parce que ce qui arrive très insidieusement, c'est que quand nous sommes en permanence bombardés d'informations qui nous arrivent, de choses à faire, de réponses à donner, etc., notre vie intérieure est de plus en plus fragmentée. Il va y avoir une partie de nous qui pense à la suite, qu'est-ce qu'elle va devoir faire et traiter ensuite. Il va y avoir une autre partie qui est en charge de réagir aux contraintes immédiates. Une troisième partie qui va anticiper les problèmes à venir ou les problèmes hypothétiques. Et donc, toute notre expérience intérieure perd de son unicité, de sa cohérence, et on ne peut pas être présent à soi dans cet état parce que, finalement, à quoi être présent? À laquelle de ces différentes parties est-ce qu'on est censé être réellement présent? Quand on est dispersé comme ça, on est comme dissocié de l'unicité de notre expérience. Et ce phénomène-là, c'est pas simplement un malaise individuel. À mon avis, il correspond aussi à la manière dont notre système neuropsychologique fonctionne, quand l'environnement est saturé par les sollicitations. Donc le cerveau humain, il a différents systèmes qui sont spécialisés dans différentes choses, et on en a un qu'on va appeler le système de menace, qui est donc spécialisé dans la détection des dangers. Et ce système-là, qui est largement associé au circuit de vigilance, qui implique donc des structures cérébrales comme l'amygdale. Ces systèmes ont pour fonction
d'identifier, d'être capable d'identifier rapidement ce qui pourrait compromettre notre sécurité. Donc, leur but, c'est de nous maintenir en vie tout le temps. Donc, ils doivent faire en sorte qu'on s'adapte tout le temps à ce qui arrive ou ce qui pourrait arriver. Et donc, leur rôle, c'est d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent de véritables menaces, de véritables dangers pour nous. Et pour accomplir cette tâche, ils vont mobiliser notre activité cognitive. Donc, ils vont mobiliser notre pensée, notre mental. Et donc là, on va produire de l'analyse, de la comparaison, on va simuler des scénarios, on va anticiper des conséquences possibles à ce qu'il est en train de se passer. Donc autrement dit, quand un système de menace est activé, eh bien, automatiquement, notre activité mentale augmente fortement. Dans un environnement simple, ce mécanisme, il est très efficace parce que, effectivement, on connaît les sources de danger, on connaît les stimulus, et donc il permet de réagir rapidement à un danger réel. Mais dans les sociétés modernes, on a affaire à des stimulus très complexes. Et ce système de menace, il est sollicité presque en permanence. Donc les flux d'informations, ils sont continus. Les décisions, elles sont nombreuses. Les interactions sociales, elles sont multiples. Et il y a des exigences de performance liées à la société dans laquelle on est qui sont très élevées. Et donc notre pauvre cerveau, il se trouve placé dans un état de vigilance chronique et notre activité mentale, elle devient continue, permanente, comme un bruit de fond qui est là tout le temps. Et donc ce mental, il est en charge d'analyser, de comparer, d'anticiper, de corriger, de planifier. Et toute cette activité mentale, elle produit un effet secondaire important, qui est que ce mental, il occupe finalement tout l'espace de la vie intérieure, de notre expérience intérieure. La pensée devient le centre principal de notre expérience subjective. Donc on passe beaucoup de temps, même tout notre temps, bien souvent, à réfléchir à la vie, à organiser la vie, à optimiser la vie. Mais par contre, on est beaucoup moins apte, capable à simplement habiter la vie. Et donc c'est là que on doit vraiment, je pense, poser notre conscience sur cette différence fondamentale entre ce que c'est que l'activité mentale qui consiste à comprendre les choses et l'activité d'une autre part de notre être qui consiste à habiter les choses, à habiter la vie. Les facultés analytiques du mental, elles consistent à identifier les causes, analyser des mécanismes, formuler des explications. Cette autre strate de notre être, qui est, à mon sens, qui est plus bas, qui est au niveau du cœur, et qui nous permet d'habiter les choses, elle suppose que notre expérience intérieure est beaucoup plus globale et qu'elle émane d'un centre intérieur qui soit capable d'intégrer ces différents éléments que sont la pensée, les émotions, les sensations qu'on ressent, et que tous ces éléments sont intégrés dans une expérience cohérente. Et quand ce centre intégrateur, il n'est pas là,
ou qu'il est affaibli. On peut très bien comprendre ce qui nous arrive. On peut donc continuer à analyser les choses et de manière des fois très très performative, mais on n'a plus cette capacité à simplement vivre les choses pleinement de l'intérieur. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont une connaissance, même dans le registre de ce qui paraîtrait être la vie intérieure, c'est-à-dire de la psychologie, très très développée, très sophistiquée, très savant. Des personnes qui savent identifier leur schéma relationnel, qui savent identifier leurs blessures d'enfance, leurs traumas, les raisons de leurs réactions émotionnelles. Mais pourtant, malgré cette compréhension, l'expérience subjective qu'elles font de leur vie au quotidien, elle reste morcelée, elle reste marquée par la dispersion, par une fatigue profonde aussi souvent, qui est le sentiment d'être loin de soi, et par cette impression qui est pas vraiment consciente, mais de vivre finalement loin de son assise, d'un centre stable en soi. Donc le mental, il appartient à la sphère analytique, il est très performant pour analyser et résoudre des problèmes, mais il n'est pas conçu pour organiser l'ensemble de notre vie intérieure en tout cas. Il n'est pas du tout fait pour ça, c'est pas sa fonction. La vie intérieure, quelque part, il n'y connaît rien, il n'y comprend rien. Et la vie intérieure, elle doit être gérée depuis ce centre d'intégration qui est à un niveau beaucoup plus profond de notre expérience subjective. Et ce centre intérieur-là, dans de très nombreuses traditions philosophiques et spirituelles, eh bien, c'est le cœur. Donc, encore une fois, dans ce contexte-là, le cœur ne renvoie pas du tout à quelque chose d'émotionnel, à une vie émotionnelle. Il désigne vraiment la capacité d'unification de notre expérience. Et on comprend mieux ce qui se passe quand on distingue les différentes strates de l'expérience humaine. Le mental, il appartient principalement à la sphère cognitive, analytique de l'être humain. Et donc, il est très performant pour analyser, résoudre des problèmes. Mais par contre, il est absolument pas compétent, absolument pas conçu pour organiser l'ensemble de la vie intérieure. Pour pouvoir piloter la vie intérieure, on a besoin d'une fonction d'intégration, d'un niveau d'intégration plus profond de notre expérience que de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles ont désigné en parlant du cœur. Donc encore une fois, le cœur tel que je le désigne là ne correspond pas du tout à la vie émotionnelle. C'est vraiment un centre à partir duquel les dimensions de l'être humain, sa pensée, ses émotions, ses perceptions, son intuition, peuvent se coordonner ensemble en quelque chose qui fonctionne de manière cohérente et qui correspondrait à notre conscience intérieure, notre part capable de sagesse. Et quand ce centre-là est actif, eh bien notre expérience va devenir beaucoup plus cohérente. Nos pensées, elles continuent d'exister, mais elles ne nous tyrannisent plus, elles ne dominent pas l'ensemble de notre expérience intérieure. L'attention, elle est plus absorbée entièrement par l'anticipation des problèmes. Les émotions, elles sont là, elles apparaissent, mais elles peuvent être ressenties sans nous submerger totalement. Et nos décisions, elles vont être beaucoup plus lisibles, c'est-à-dire qu'elles vont s'appuyer sur une perception intérieure de cohérence,
de justesse intérieure. Elles ne sont pas prises par le simple fait du mental, par une simple analyse de la situation. En réalité, elles prennent appui sur tout un faisceau d'indices qui informent la conscience qu'elle doit aller par là. Voilà, mais c'est beaucoup plus complexe que réfléchir à une situation, peser le pour et le contre, et puis s'appuyer sur des éléments rationnels. Et donc, le résultat, c'est qu'on est là, bien plus présent, bien plus vivant, bien plus connecté à quelque chose qui est difficilement visible et identifiable, mais qui pourtant est sans doute l'élément le plus important. Le mental et les émotions ne sont que des morceaux de cet ensemble invisible qu'est la conscience au sens large, dans laquelle on est établi pour pouvoir prendre les rênes de notre être. Donc en conclusion, je dirais que la pensée, c'est un outil très puissant, mais qu'elle ne suffit pas à organiser l'ensemble de l'expérience humaine et même qu'elle est incompétente à le faire. Et pour que la vie intérieure reprenne sa cohérence, il faut qu'on puisse s'établir sur le centre intégrateur du cœur. C'est ce qu'en tout cas de nombreuses traditions spirituelles ont désigné comme étant le cœur. Donc la question, c'est peut-être de se demander depuis quel lieu en moi est-ce que je vis réellement? Est-ce que je vis depuis l'activité incessante du mental qui est constamment mobilisé par les systèmes de vigilance et d'anticipation? Ou bien est-ce que je vis depuis un centre intérieur en moi qui est capable de rassembler mon expérience et de lui donner une direction cohérente? Donc peut-être que le chemin du cœur commence simplement par cette question de savoir d'où est-ce que je guide ma vie.